C'est devenu une triste habitude au Nigeria, quasiment tous les jours, des attentats endeuillent la population, l'armée ou la police. Dimanche, des hommes armés ont tué une trentaine de personnes dans un village du nord-ouest. C'est un constat que l'on fait. Les attaques sont de plus en plus fréquentes dans le pays. Bonjour Wassim Nasr. Bonjour. Vous revenez justement du Nigeria. On va faire le point avec vous sur les groupes djihadistes qui gangrènent le pays et les pays frontaliers également. D'abord, l'État islamique qui étend sa toile. Déjà, il faut imaginer que l'État islamique, on parle de à peu près 5000 combattants. Et après une période de grande capacité, on va dire, donc à entre l'été 2022 et le début 2023, il y a eu une période où sa capacité a été réduite par les forces armées. On va voir déjà une vidéo qui est assez parlante, hein, c'est le casse de la prison de Kuje, donc c'est à peu près à 25 km d'Abuja, donc la capitale du pays. On va entendre. Donc là, on entend, c'est un casse de prison où des détenus et des djihadistes sont libérés par l'État islamique. On entend les slogans de l'État islamique. Donc là, c'est le mode opératoire, le savoir-faire, le dogme même de l'État islamique, libérer les leurs. Ils l'ont fait en RDC, ils l'ont fait en Irak, en Syrie, ailleurs. Et là, c'est encore une fois, ils l'ont fait au Nigeria, à quelques kilomètres de la capitale. Donc c'est important. Quelques mois plus tard, il y a eu un attentat à la bombe à Kogi contre le président Buhari. Donc raté, mais quand même. Hein, ils avaient l'information que le président était là. Même région, quelques semaines plus tard, attaque contre une église, tuer 2 gardes. Donc c'était l'apogée, on va dire, de la capacité au-delà du nord-est. Donc là, on voit sur cette carte, ce qui est en gris, ce sont les zones d'activité de l'État islamique Afrique de l'Ouest. Donc on voit que c'est concentré dans le nord-ouest et on dit qu'il y a un regain de capacité. Pourquoi? Parce que les attaques continuent à Difa qui est au Niger. Maintenant, ils ont aussi une sorte d'emprise territoriale à Difa, ce qui n'était pas le cas avant le coup d'État, parce que la situation à Difa et dans sa région s'améliorait pour multiples raisons. L'effort combiné armée-Nigeria-Niger, mais les efforts entrepris par le président Bazoum en termes de négociations, de réimplantation des populations locales qui étaient dans des camps de réfugiés, il les a ramenés, etc. Donc la situation se détériore depuis. Mais quelque chose d'important aussi qu'il faut regarder de très près, c'est leur capacité retrouvée en termes de voitures piégées. On va voir des photos, donc de voitures piégées improvisées par les djihadistes de l'État islamique. Ça peut sembler c'est du bricolage, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un savoir-faire humain derrière ça, et il y a une capacité d'atelier, donc d'emprise territoriale, pour pouvoir fabriquer ces voitures piégées et les envoyer, que ce soit contre l'armée ou contre la police. Donc une capacité qu'ils n'avaient plus à un certain moment, parce qu'ils ont fui devant l'importante offensive de l'armée nigériane. Donc capacité retrouvée, ça reste à noter, et ça fait partie des indicateurs qu'on suit pour savoir est-ce qu'ils ont une emprise territoriale importante ou pas. Et là, ça en fait partie. Donc, savoir-faire, les kamikazes, bien évidemment, mais savoir-faire et surtout capacité de fabrication en atelier. On a vu aussi, on va voir des vidéos d'attaques de nuit. Donc, ils s'adaptent à l'activité de l'armée et ils surprennent l'armée de nuit. Donc, des équipes comme ça, volantes, comme on dit, sur des motos, qui s'attaquent aux emprises de manière très rapide, puis ils se retirent. Mais par contre, dans les dernières semaines, ça aussi c'est à noter, ils ont attaqué une emprise importante à Malam Fotori, qu'on a vu sur la carte, et hier, ils ont posé aussi un IED, par exemple, contre la police au Niger, ce qui était absent depuis plusieurs mois maintenant. On va voir aussi une vidéo où là, l'État islamique s'est attaqué aux populations chrétiennes dans certains villages au Nigeria, selon eux, en soutien à Gaza. Et ça rentrait dans le cadre de la campagne mondiale de l'État islamique qui était labellisée en soutien à Gaza, mais quand même contre le Hamas. Donc évidemment, la guerre qui s'envenime au Levant profite aussi à la propagande et à l'activité des groupes djihadistes ailleurs. La preuve en est là, on est au lac Tchad, au Nigeria. On va voir des dernières photos de prédication. Et ça, ce sont aussi des indicateurs d'emprise territoriale. Donc là, c'est un effort de prédication, de prêche, vis-à-vis des populations civiles qui vivent dans les régions contrôlées, que ce soit par l'État islamique ou dans lesquelles l'État islamique rayonne. Donc là, c'est la police islamique. Et là, c'est une démonstration quand même, ces vidéos datent de quelques semaines, qu'il y a une vraie emprise et ils ont la capacité de se mouvoir dans ces zones sans être inquiétés.
Vous constatez aussi, Wassim, le retour en force de Boko Haram. C'est peut-être la partie la plus intéressante, parce que Boko Haram était réduit à peau de chagrin, si je puis dire, à cause du conflit avec l'État islamique. Là, on parle d'à peu près 1000 combattants. Hein. On va revoir la carte pour voir les zones dans lesquelles ils sont implantés. Donc, ce seraient les zones en orange qu'on voit ici. Et on voit que sur les derniers mois, ils ont retrouvé une emprise au nord, à côté de Bama, qu'on voit ici sur la carte, et surtout les montagnes de Mandara à la frontière avec le Cameroun. Mais aussi, ils ont élargi leur zone de contrôle dans la zone Tchad, Niger, Nigeria, qu'on voit en orange en haut de la carte. Et ça, c'était à la faveur aussi des derniers irréductibles, certes, donc de Jas ou de Boko Haram, mais aussi parce qu'ils ont un chef très efficace aujourd'hui, Bakura Doro, donc c'est quelqu'un de charismatique, et quelqu'un qui contrôle le commerce de poissons autour du lac Tchad, qui est peu lui-même, mais qui a le soutien, on va dire, de ces recrues qui sont plutôt Boudoumois ou Kanouri. Donc, c'est les ethnies qui sont là-bas. Donc, il a leur soutien. C'est quelqu'un qui est bien implanté sur la zone. Et surtout, Boko Haram ou Jas ont profité de défections des rangs de l'État islamique vers leur rang, parce que la discipline imposée par l'État islamique à ses combattants est très dure. Donc, ceux qui ne voulaient pas se soumettre à cette discipline ont décidé de revenir vers Boko Haram. C'est intéressant aussi parce que quand on parle avec des interlocuteurs là-bas, on commence à comprendre qu'avec Boko Haram, il y a moyen de trouver des terrains d'entente ou de négociation, ce qui n'est pas du tout le cas avec l'État islamique. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant et quelque chose aussi, peut-être une manière, on va dire, de désengager à moitié ceux qui sont aujourd'hui dans les rangs de l'État islamique. Quelles sont les sources du conflit entre l'État islamique et Boko Haram? Les sources sont anciennes et remontent au début de l'allégeance, donc quelque chose que j'avais suivi moi de très près, parce que j'avais quelqu'un qui me racontait comment ça se passait. Donc quand Chikao, maintenant mort, a demandé à avouer allégeance à Baghdadi, il y a eu une sorte de charte avec des clauses et des conditions. Parmi ces conditions était que Chikao disparaît des médias et qui nomme un porte-parole. Le porte-parole qui n'était autre que le fils du fondateur de Boko Haram, Youssef el-Barnaoui, et qui est devenu, lui, finalement, le porte-parole du groupe. Sauf que Chikao n'a pas tenu ses promesses, et j'ai eu l'occasion d'avoir des audios où il accusait les musulmans de Maïdougouri, qu'on avait sur la carte d'une très grande ville au Nigeria, d'être des apostats, leur sang illicite, juste parce qu'ils ne vivaient pas sous son contrôle. Et donc là, pour le coup, pour faire court, même l'État islamique a trouvé qu'il était très extrémiste, ils l'ont destitué, ils ont nommé le porte-parole à sa place. Et ça, Baghdadi l'a fait depuis le Levant. On est en 2016, alors qu'il combattait une coalition mondiale. Donc, il a quand même eu son mot à dire sur ce qui se passait au Nigeria autour du lac Tchad. Donc, Barnaoui lui-même, finalement, dans un affrontement avec Chikao dans la forêt de Sambisa, l'a encerclé. Chikao a activé sa ceinture explosive et il est mort dans une confrontation avec ses anciens frères d'armes qui sont aujourd'hui l'État islamique. Donc là aussi, c'est un paramètre important parce qu'on sait, on l'a dit tellement de fois ici, les combats intra-djihadistes font le plus gros dégât pour les groupes djihadistes en interne. Ça, Chikao, il faut se rappeler, les autorités nigérianes et même autres l'ont cherché pendant plus d'une décennie pour que finalement il meure par les mains de son ancien porte-parole qui est devenu son ennemi. Et cette situation, elle pourrait conduire à quoi finalement au Nigeria, Wassim? Aujourd'hui, les groupes djihadistes sont toujours contenus dans le nord-est du pays. Il y a eu des tentatives d'aller vers l'est, comme par exemple, il y a eu le kidnapping des enfants Kankara, qui ont été kidnappés par des brigands, sauf que la revendication a été faite par Boko Haram juste avant la mort de Chikao. Et dans la revendication, on entendait des gens dire c'est pour nos frères Peul qu'on arrête de les emprisonner et de les tuer. Donc revendication politique pour un groupe de bandits et puis revendiquée par Boko Haram. Donc on voyait que Chikao pouvait pousser vers l'ouest. Sauf que sa mort a mis un terme à cela. D'un autre côté, Al-Qaïda a essayé de s'implanter dans l'ouest aussi, en s'attaquant à qui en premier? Pas à l'armée ni à la police, mais aux bandits, pour gagner les cœurs et les esprits sur zone. C'était un échec aussi, parce que les bandits sont très bien implantés dans la zone, qui reste hermétique, on va dire, au groupe djihadiste, à cause de cette activité accrue de banditisme. Donc, d'une certaine manière aussi, le fait que les bandits soient là empêche les djihadistes d'y être. Mais il y a aussi un facteur historique pour le nord
pour le nord-ouest, c'est que c'est une zone qui est restée historiquement hermétique à l'idéologie djihadiste parce que c'était déjà une zone où il y a des écoles coraniques assez rigoristes. Donc, d'une certaine manière, ça restait hermétique aux djihadistes. Mais ce qui est intéressant aussi, et quelque chose qui pourrait arriver, c'est qu'un corridor soit ouvert, mais via le Niger. Donc, de déplacement de combattants et surtout de capacité humaine. On a vu des combattants se déplacer du lac Tchad vers le Mali, sans leurs armes, s'armer au Mali et combattre dans les rangs de l'État islamique. Maintenant, s'il y a des chefs ou des commandants militaires qui ont des capacités importantes, qui font le voyage et qui arrivent, et qui font la jonction entre le Sahel et le lac Tchad, ça serait une autre paire de manches. Sans oublier que l'État islamique au Sahel était dépendant de l'État islamique lac Tchad jusqu'à il y a encore 2 ans. Donc ça aussi, c'est une notion à garder en tête. Et je renvoie par ailleurs sur le conflit entre Boko Haram et l'État islamique aux travaux de Vincent Fouché, de Crisis Group, qui détaille ça en long et en large, on va dire. Comme vous, ici sur France 24. Et merci beaucoup pour ce travail de recherche, d'analyse et de décryptage, Wassim.